L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Alex et de Max. Les deux garçons sont hyper fans de sensations fortes, surtout quand ils ont peur et qu'ils sont terrifiés. Mais bon, vous l'imaginez bien, si aujourd'hui on est là, c'est pour parler de leur expérience la plus traumatisante qu'ils ont jamais vécue. Allez, un petit peu de contexte, ça fait pas de mal. Au moment de cette histoire, Alex et Max viennent de finir le lycée, et ils sont amis depuis leur plus tendre enfance. Donc ils se considèrent comme des frères, tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. Donc un jour, Alex il s'est mis en tête d'aller en forêt et de visiter le coin. Et bien évidemment, il décide d'emmener obligatoirement Max avec lui. Sauf que Max, il est pas du tout emballé à cette idée. Puisque en plus de ça, eh bien Alex, il veut visiter la forêt mais de nuit. Bon, comme l'écrit Alex, maintenant avec le recul, il sait que c'était totalement débile. Mais à cette époque-là, ils sont assez jeunes et c'est plutôt normal de faire des bêtises à cet âge-là. Alex arrive à convaincre Max avec surtout un argument. Il lui dit qu'ils doivent absolument faire cette activité avant qu'ils ne partent pour l'université. Et surtout, c'est que ça va être le fun assuré. Ils aiment les sensations, et bien là ils vont avoir un maximum de sensations. Et pour couronner le tout, Alex a trouvé un super endroit sympa à visiter. C'est au milieu de leur trajet, car oui, bien évidemment, Alex a déjà tout planifié. Même si Max, il est pas vraiment d'accord avec tout ça. De toute façon, Alex, il connaît bien son ami et il sait que coûte, il l'aurait suivi. Bref, les deux amis ont décidé de partir la semaine prochaine. Ça leur laisse le temps pour s'acheter quelques trucs utiles. Une semaine plus tard, on retrouve les deux garçons qui sont en train de partir de nuit vers la forêt. Ils y ont bien réfléchi et effectivement, ils en ont conclu que c'était dangereux. Mais bon, ils se disent qu'ils ont qu'une seule vie et que très peu de personnes ont dû faire ce qu'ils vont faire. Bref, ils marchent et Alex nous dit que c'est plutôt difficile de circuler dans la forêt de nuit. Enfin, surtout de s'orienter, mais bon, apparemment, ils y arrivent quand même. Les deux amis discutent de tout et de rien. Mais à un moment, ils arrivent à s'embrouiller car l'un veut continuer à avancer et l'autre veut faire une pause. Bon, ils en sont arrivés à un compromis, c'est que dans 30 minutes, ils se reposent. Bon, vous l'avez bien compris, Alex c'est celui qui voulait pas s'arrêter. Mais ça pour une raison assez bizarre. Il a l'impression qu'il y a des animaux qui l'observent. Et franchement, il nous dit qu'il voudrait pas finir en casse-croûte. 30 minutes vont alors passer et les deux amis n'ont pas beaucoup avancé. Ils s'arrêtent alors près d'un très gros arbre. Ils se reposent et ils essayent d'observer les étoiles. Ils peuvent entendre le bruit des animaux qui vivent là. Il y a des bruits de pas, des cris et des petits couinements. Bref, la vie en forêt quoi. Et ça, c'est un moment totalement magique pour les deux amis. Après un bon repos, les deux garçons recommencent leur marche. Le temps passe, ils ont bien avancé et aucun accident à l'horizon. Ils décident à un moment de s'arrêter pour planter leur tente dans un endroit assez calme et bien caché par la végétation. Puisque oui, le soleil commence à se lever. Pendant qu'ils dorment, il n'y a rien à signaler. Les deux garçons se sont levés en fin d'après-midi et ont décidé d'avancer. À un moment, ils ont pu voir le coucher de soleil qui était magnifique. D'ailleurs, Alex, il est super content. Puisque quand ils sont allés dormir, eh bien ils ont eu le droit à un lever de soleil. Et quand ils se sont réveillés, peu de temps après, ils ont eu le droit à un coucher de soleil. Bref, la nuit est tombée et les deux amis avancent. La progression est un petit peu plus difficile que la veille car le chemin est en pente. Et franchement, là où ils vont, ça a l'air vraiment dangereux. Du coup, ils prennent beaucoup de précautions. Max demande à Alex s'ils sont obligés d'aller dans cette direction, puisque lui, il est pas très confiant de mettre sa vie en danger comme ça. Alex lui dit alors qu'il n'y a rien de dangereux et qu'il va lui montrer. Alex passe le premier et au milieu de la pente, il y a un petit écroulement. Ce qui fait qu'il a failli tomber dans le vide. Mais à ce qui paraît, rien de grave. Il se retourne alors et dit à son pote: tu vois, y a rien à craindre, je suis passé, allez à ton tour. Et si tu veux, je t'envoie carrément une corde hein. Alex lui envoie alors la corde, comme ça si Max tombe, il pourra s'accrocher à quelque chose. Max commence à essayer de passer, mais en fait il est totalement pris de panique. Il reste tétanisé, bloqué à demi-chemin. Alex a dû venir le raisonner car il criait qu'il n'y arriverait pas et qu'il ne pourrait pas faire ça. Bref, il a réussi à raisonner Max et les deux garçons sont passés. Non sans frayeur, mais au moins ils sont passés. Les deux garçons décident d'arrêter leur petite aventure pour aujourd'hui et d'essayer de trouver un bon emplacement. Là, Alex il lui dit qu'ils ont juste à marcher 20 minutes de plus et comme ça ils auront un hyper bon spot. Et comme ça ils seront rapprochés de l'objectif du lendemain, c'est-à-dire une grotte. Ils arrivent alors à l'emplacement 40 minutes après étant donné qu'ils se sont un petit peu perdus dans la nuit. Leur nuit / jour passe et Alex a pu sentir des regards sur lui. Il peut entendre des bruits bizarres qui résonnent tout autour de la tente. Mais bon, au final, les deux garçons ils s'en préoccupent pas plus que ça étant donné qu'ils se doutent qu'il doit y avoir d'autres randonneurs. Alex explique à Max qu'ils vont laisser la tente et leurs affaires ici car ce soir ils vont aller visiter la grotte qu'il a trouvée sur internet. Par contre, il lui dit de prendre sa lampe torche et qu'avant de partir ils vont quand même manger un peu. Une fois que c'est fait, ils se mettent à marcher en direction de la grotte. Le trajet leur prend une trentaine de minutes. Arrivés devant la grotte, les deux garçons peuvent sentir une odeur horrible. Bon, apparemment ça pue vraiment du cul.
Mais bon, ils décident quand même d'entrer là-dedans, puisqu'à la base je vous rappelle qu'ils viennent là pour avoir peur, c'est ça leur kiff. Ils s'avancent et au fur et à mesure ils se rendent compte que la grotte est dans le noir total. Ils s'enfoncent petit à petit dans les entrailles de la grotte. Plus ils s'enfoncent, plus il fait froid. Quand d'un coup, Alex sursaute, il entend des bruits de pas derrière lui. Il se retourne et il voit Max qui lui demande ce qu'il fout. Alex lui dit alors qu'il entend des bruits, mais Max lui dit que c'est juste des rats et qu'il en a vu tout à l'heure. Max il regarde son pote et lui dit d'arrêter d'avoir peur pour de la merde et il lui dit d'avancer. Alex continue de s'avancer dans cette grotte et plus il s'enfonce, plus il a froid. Il commence alors à regarder un peu plus les murs de la grotte et plus il avance et moins ça ressemble à une grotte au final. Sachant qu'à un moment les deux amis arrivent à une intersection. Ils peuvent soit aller tout droit, soit à droite, soit à gauche. Ils décident donc de continuer tout droit. Les deux amis commencent à rigoler un petit peu, ils s'inventent des histoires. Max dit alors, imagine il y a un mec qui vit dans cette grotte et qui croit qu'on est des intrus et qu'il nous pourchasse avec un couteau avec une tête de malade. À ça, les deux amis rigolent et s'enfoncent toujours plus loin dans cette grotte. Quand d'un coup, ils peuvent entendre le grincement d'une grille. Là, les deux garçons se regardent et commencent à chuchoter. Eh, c'était quoi ça? Alex, il commence à se foutre de la gueule de Max et il lui dit que c'est sûrement l'homme qui habite ici. Mais un autre grincement se fait entendre un peu plus loin. Alex dit à voix haute que c'est sûrement le vent qui a poussé une grille. En gros, à ce moment-là, il essaye de se rassurer comme il peut. Mais juste après avoir dit ça, il peut entendre des bruits de pas qui commencent à venir dans leur direction. Les deux garçons s'arrêtent d'un coup pour essayer d'entendre d'où peuvent provenir les bruits. Le truc, c'est qu'il s'est arrêté brutalement. Du coup, Max, qui était juste derrière, lui est rentré dedans étant donné qu'il n'a pas de lumière. Et là, réellement, c'est la catastrophe. Malheureusement, Alex, il a lâché sa lampe torche qui est tombée dans l'eau juste à côté d'eux. Il se baisse alors, il la rattrape et essaye de la faire fonctionner. Mais malheureusement, elle ne fonctionne plus. Ce qui fait que maintenant, ils sont dans le noir le plus complet. Les bruits de pas commencent à se rapprocher d'eux. Puis un autre grincement se fait retentir dans le tunnel. Là, les deux garçons commencent à s'embrouiller. Et du coup, à ce moment-là, ils font pas forcément gaffe à leur environnement. Sauf qu'ils vont vite revenir à la réalité. Étant donné qu'ils peuvent entendre un rire terrifiant. Un rire qui se fait entendre dans toute la grotte avec un écho. Les deux amis décident de repartir alors et ils cèdent du mur à leur droite. À ce moment-là, Alex il se dit que ça va pas être trop dur étant donné qu'ils ont toujours pris tout droit. Mais là, gros coup de stress. Ils peuvent entendre que les bruits de pas commencent à être des bruits de quelqu'un qui court dans le tunnel. En même temps, le rire diabolique se fait entendre de nouveau à chaque fois que l'écho se termine. Les garçons sont totalement terrifiés. Et à un moment, c'est Alex qui percute Max. Et tous les deux vont alors tomber à l'eau. Ils vont alors se sortir de l'eau, mais apparemment l'odeur est totalement ignoble. Sauf que pendant ce temps-là, les bruits de pas se rapprochent de plus en plus d'eux. Et les garçons n'en démordent pas, ils continuent de se chamailler. Quand d'un coup, ils vont entendre une voix très grave dire « Mes chers enfants, vous êtes où ?» Bon, ça y est, les deux garçons ont fini de se chamailler et courent de plus belle vers la sortie. Et heureusement, au loin, ils peuvent voir le bout du tunnel. Et pendant qu'ils courent, Alex se pose une question. Est-ce qu'une fois sorti de la grotte, ce malade en aura fini avec eux? Il pense que non, ce gars ne les lâchera pas. Du coup, étant donné qu'il court un petit peu plus vite que Max, il lui tient la main et ils s'aident mutuellement. Au loin, ils peuvent toujours entendre le grincement des grilles, ainsi que le rire qui est toujours présent. Les pas se rapprochent, ils le sentent. Ils sont enfin sortis de la grotte. Ils n'ont quasiment plus la grotte en visu quand d'un coup, un couteau frôle la joue d'Alex qui a manqué de le planter. Alex est vraiment retourné en un éclair et regarde derrière lui. L'homme s'est arrêté à l'entrée de sa grotte et a hurlé de rage. Heureusement pour eux, le soleil avait commencé à faire son apparition. Ce qui fait qu'ils ont pu un petit peu voir cet homme au loin. Il était extrêmement sale et il avait l'air de lutter contre lui-même. Apparemment, il avait les yeux d'un fou. Il souriait avec toutes ses dents pourries ou du moins ce qui lui restait dedans. Pendant ce temps-là, Alex il est un petit peu sonné. Du coup, Max va alors le tirer en arrière de toutes ses forces. Autant vous dire qu'après ça, ils ne sont même pas retournés à leur campement. Ils ont essayé de faire au plus vite pour retourner en ville. Ils voulaient absolument pas tomber sur ce malade dans la forêt. Une fois sortis de la forêt et après avoir repris leurs esprits, ils sont allés voir la police. Ils ont donc essayé d'expliquer leur histoire. Et l'un des policiers leur a appris qu'ils n'étaient pas du tout dans une grotte, mais dans les égouts. Et autant vous dire que quand ils ont expliqué leur histoire, les policiers avaient l'air de s'en foutre littéralement. Apparemment, rien n'a été fait, les policiers ne se sont même pas déplacés. À ce jour, les garçons ne savent pas qui habitait là-bas. Et qu'est-ce qu'ils leur auraient fait s'ils les avaient chopés? Après ça, ils ont passé beaucoup moins de temps dans les forêts. Et surtout parce qu'ils sont rentrés à l'université. Effectivement, je peux comprendre qu'après ça, t'aies plus trop envie d'aller en forêt. Les deux garçons, ils voulaient se faire un kiff avant d'aller à l'université, et ben c'est parti en cacahuète.
L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, eh bien c'est celle de Nadia. C'est une femme de 35 ans et toute son histoire, elle commence quand elle décide de se rendre à un repas de famille pour Noël. Elle prend la route et elle a pas mal de route à faire justement. Bref, le temps semble plutôt dégagé mais il semble vraiment faire froid. Elle se met à emprunter une route et là à ce moment-là elle se dit que ça y est, normalement elle a fait le plus gros du chemin. Elle a encore une très grande route à faire et enfin elle sera à la ville voisine, à son petit village. Bon, malheureusement, petit détail qui a son importance, eh bien ça fait 30 minutes qu'il s'est mis à neiger. Donc bien évidemment un petit paysage blanc commence à se dessiner. Nadia elle décide de rouler prudemment étant donné que la nuit est tombée. En plus de ça, malheureusement, elle n'a pas les pneus adaptés pour rouler dans la neige. Bref, elle s'est engagée sur cette route il y a un petit moment maintenant. Et justement, elle sait que cette grande route, eh ben, elle doit faire quoi? À peu près 2 heures. Sauf qu'à un moment, dans sa chance, eh bien, sa voiture, elle commence à faire un bruit assez bizarre. La voiture s'est même mise à saccader et à un moment, elle s'est arrêtée. Là, Nadia, elle se dit merde, c'est pas du tout le moment de tomber en panne, me fais pas ça maintenant, en plein milieu d'une route déserte entourée de la forêt des deux côtés. Elle attend un peu dans la voiture pour voir si elle ne redémarre pas. Mais rien n'y fait. Au bout de 15 minutes à essayer et essayer encore et encore, eh bien ça ne démarre toujours pas. Elle décide alors que le meilleur moyen pour sortir de tout ce pétrin, eh bien c'est d'aller voir à l'avant. Le petit problème, eh ben c'est qu'elle est complètement nulle dans tout ce qui est domaine automobile, mécano ou quoi. Donc en fait elle a plutôt vérifié des choses qu'autre chose, genre est-ce qu'il n'y avait pas de la fumée ou quoi. Elle prend donc son téléphone pour s'éclairer étant donné que dehors c'est la nuit la plus totale. De plus, il n'y a aucune voiture à l'horizon. Elle vérifie à gauche, à droite et puis bon, elle décide de prendre son courage à deux mains. Elle sort enfin de la voiture et elle met un pas dans la neige. Alors là, elle s'attendait pas à ça et il y a un frisson de froid qui commence à la parcourir de la tête aux pieds. Elle allume le flash de son téléphone et elle essaye de marcher vers le devant de sa voiture. Elle ouvre le capot et elle nous avoue qu'elle essaye de bidouiller vite fait, mais bon, elle y comprend rien du tout. Mais bon, elle essaye tant bien que mal et ça lui prend pas mal de temps en vrai. Pour vous dire, elle est tellement prise à regarder tout ça qu'elle entend même pas le moteur d'une autre voiture qui s'approche d'elle. C'est juste comme ça, au coin des yeux, qu'elle a pu remarquer qu'une autre voiture arrivait. Et justement, la voiture, elle semble ralentir à son niveau. Et elle a pu voir qui était dans ce véhicule. C'est un homme qui a quoi? Une 50aine d'années, il a des cheveux grisonnants. Il a pas mal de rides et surtout il a un cigare dans la bouche. En parlant de bouche, justement, il y a une sorte de petit rictus. Il se met à regarder Nadia d'une façon très étrange. Pour vous dire, elle sait pas comment nous le décrire. Mais en tout cas, ce qu'elle peut nous dire, c'est qu'elle ne souhaite à personne ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Le dégoût, la peur et surtout une goutte de sueur froide qui lui parcourt tout le long du dos. Le gars s'arrête à son niveau et lui dit « Eh petite, t'es tombé en panne ?» « Bonjour monsieur, oui je suis tombé en panne, est-ce que vous pouvez m'aider ?» En vrai, elle parle pas aussi calmement que ça. Elle essaye vraiment de contrôler son ressenti à propos de cet homme. Déjà, physiquement, elle a vraiment peur de lui. Mais la voix de cet homme, elle semble pas du tout rassurante. D'ailleurs, c'est même plutôt le contraire. La réponse de cet homme se fait pas attendre et il lui dit « Mais tu sais quoi? Viens dans ma voiture, je t'emmène à la ville la plus proche. » Il se met à ouvrir la porte côté passager et il tapote le petit siège à côté de lui. Là, Nadia, elle le sent pas du tout. Elle réfléchit et franchement, elle sait que si elle monte avec lui, eh ben il va lui arriver quelque chose de terrible. Donc forcément, elle décline gentiment la proposition de cet homme. Le type essaye quand même de la convaincre une petite minute en lui disant qu'elle est toute seule et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par ici. Il lui dit que par ici c'est entouré de forêt et qu'une dernière chose, elle n'aura surtout pas de réseau. Nadia, elle se dit putain mais qu'est-ce que je suis bête, j'ai même pas essayé d'appeler quelqu'un. Nadia, elle répond quand même à cet homme que non, c'est pas la peine, elle veut pas monter avec lui et surtout ne pas le déranger. L'homme, il semble agacé, il va même se mettre à jeter son cigare et il lui dit « Bah tu sais quoi, t'as qu'à crever ici. Si on retrouve ton cadavre, eh bien moi je danserai en ton honneur. » Là, pas un mot de plus de la part de cet homme et il se met à conduire de nouveau. Nadia, quant à elle, elle est toujours sous le choc de ce qu'il vient de lui dire. Elle reste comme ça pendant quoi, 30 secondes et elle se retourne pour voir si l'homme est bien parti. Mais bon, avec toute cette neige qui tombe, eh bien elle voit pas très loin. Et de ce qu'elle arrive à voir, oui, il n'y a plus la voiture de cet homme. Et surtout, elle arrive à le savoir avec une chose, l'odeur en fait. Puisque oui, la voiture de ce gars, elle puait. En plus de ça, cet homme lui donnait pas du tout confiance. Il avait des dents et une haleine pas très ouf. De là où elle était, elle pouvait carrément le sentir. Elle nous dit qu'en plus de ça, bah il avait un sourire et un regard de tueur. Rien que d'y repenser, ça lui donne des frissons. Bref, elle rentre dans sa voiture et elle essaye d'appeler quelqu'un. Et malheureusement, c'est impossible. Ce gars avait vraiment raison, il n'y a pas de réseau ici. Elle essaye donc de sortir du véhicule pour voir si aux alentours il n'y aurait pas du réseau ou quoi. Mais malgré quelques petites recherches, eh bien non, elle n'en trouve pas. Là, Nadia a pu remarquer que le vent il commence à se lever en plus de la neige et avec les arbres qui bougent, la neige qui tombe. Tout ça réuni, ça donne vraiment une vision apocalyptique. Elle décide donc de remonter dans sa voiture et d'attendre voir s'il n'y aurait pas une autre voiture qui passerait. Elle attend 30 minutes, rien.
1 heure, toujours rien. Et Nadia, normalement, de base, elle est pas très patiente. Donc là, elle décide que ça y est, ça en est trop. Elle décide donc de marcher ce qui lui reste à faire à pied. Et comme ça, elle pourra aller à la ville la plus proche. Elle va mettre des vêtements très chauds car heureusement, elle avait un sac dans sa voiture avec des vêtements. D'ailleurs, c'est pas la seule chose qu'il y avait dans son coffre. Avec elle, elle a décidé de prendre une sorte de barre de fer. Puisque oui, elle s'est dit que quitte à prendre ce risque ou quoi de traverser toute seule, eh bien autant avoir un petit peu de protection. Bon, elle nous dit que sa sorte d'arme, elle fait quoi, 20 cm à peu près. La dernière chose qu'elle prend surtout avec elle, eh bien c'est son téléphone. Puisque avec le flash, il va lui servir de lampe torche. Elle s'aventure alors dans la neige et le froid. Le vent souffle énormément, ce qui fait bouger les arbres comme pas possible. Ça fait même pas 5 minutes qu'elle a avancé et elle a l'impression que quelqu'un la suit avec les ombres des arbres. Bref, elle avance prudemment tout en éclairant la route. Et elle a l'impression d'entendre des bruits de tous les côtés. Il y a les arbres qui claquent, les buissons qui bougent, il y a des bruits de chouettes et d'autres animaux aux alentours. Elle avance encore et encore comme ça et au bout de 30 minutes, elle a complètement froid. Le vent, quant à lui, s'est un petit peu calmé. Sauf que quand il y a une petite brise, elle est bien glacée. Et ça, je peux vous dire que ça la secoue. La neige s'est enfin arrêtée de tomber. Mais le problème, c'est qu'il a neigé de gros flocons. Donc ça ne disparaît pas de la route. Bref, elle avance toujours avec pour seule lumière son téléphone. Le truc plutôt cool, c'est que comme le vent s'est un petit peu calmé, eh bien les arbres ont arrêté de bouger. Mais ça, c'était la partie cool, étant donné que maintenant, elle peut entendre comme des bruits de pas. Ce qui fait que forcément, eh bien elle a peur. Puisque être seule au beau milieu de la route sans personne et entourée de forêt, c'est complètement effrayant. Elle sursaute à chaque bruit qu'elle entend. Le truc, c'est que depuis un moment, elle a l'impression que quelqu'un la regarde, la surveille ou la suit carrément. Sauf que bon, Nadia, elle essaye de relativiser. Elle se dit que c'est sûrement des animaux ou bien encore que c'est son imagination qui lui joue des tours. Elle avance et au bout de 5 minutes, elle entend toujours des bruits de pas. Elle se retourne et elle dit d'une voix assez faible: « Il y a quelqu'un ?» Bien évidemment, il n'y a pas de réponse. Elle le dit donc alors d'une voix un petit peu plus forte. « Il y a quelqu'un ?» Pour pas changer, il n'y a pas de réponse. Elle se dit donc que bon, bah ça doit être un animal. Bref, elle continue sa route et là, au bout de 2 minutes, elle entend encore des bruits de pas qui marchent dans les bois. Elle décide donc de mettre son flash en direction des bois et elle regarde pour voir s'il n'y a pas un animal ou quoi. Mais à première vue, elle voit rien du tout. Rebelote, elle commence à marcher. Et 5 minutes plus tard, elle sent toujours qu'elle est observée et elle entend toujours des bruits de pas. Là, elle décide alors d'échafauder un petit plan. Elle va continuer à marcher et à un moment, eh bien, elle va mettre son flash de téléphone directement vers la forêt. Elle marche un peu et d'un coup, elle compte dans sa tête 1, 2, 3 et elle met directement le flash dans la forêt. Là, Nadia, elle a pu voir une silhouette. Enfin, une ombre. Le truc, c'est qu'elle sait pas du tout si c'est l'ombre d'un arbre, d'un animal ou encore pire, d'un humain. Sur le coup, elle décide donc d'agiter ses bras comme ça, elle se dit que bah si c'est un animal, il va sûrement s'enfuir. Et si c'est un arbre, eh ben elle aura juste l'air d'une idiote. Mais au moins comme ça, eh bien elle aura éliminé 2 possibilités. Elle repart alors en chemin et marche de nouveau. 5 minutes plus tard, elle entend encore des bruits de pas. Au fond d'elle, elle veut pas du tout y penser. Elle veut pas croire qu'il y a un humain qui est en train de la suivre depuis tout à l'heure. D'ailleurs, si c'est le cas, elle comprend que depuis le début, cette personne, elle lui veut pas du bien. Donc, elle décide d'accélérer le pas au cas où. Puisque si cette personne ne lui voulait pas de mal, eh bien, ce serait déjà montré. Quoi qu'il arrive, elle se dit qu'au minimum, cette personne essaye de l'effrayer de toute façon. Nadia, elle commence à réaliser ce qui est en train de se passer et elle a envie de pleurer. Elle a les larmes aux yeux. Elle sait pas comment elle va s'en sortir. Elle envisage une chose, c'est d'aller se cacher dans la forêt de l'autre côté. Le problème, c'est qu'elle se dit qu'avec toute cette neige, eh ben le gars, il aura juste à suivre les pas dans la neige. Ce qui fait que là, c'est plutôt se mettre une balle dans le pied, étant donné qu'elle est nulle en orientation. Bref, à ce moment-là, elle est quasiment en train de courir sur la route. Et malheureusement, elle peut entendre que les bruits de pas accélèrent également. La peur est de plus en plus présente. Elle est totalement effrayée. C'est là qu'au loin, elle peut apercevoir une voiture garée sur le bas-côté. Elle se met à courir et plus elle s'approche, plus elle a l'impression de reconnaître cette voiture. Maintenant qu'elle est quasiment à côté, eh bien oui, cette voiture, elle la reconnaît. C'est celle de l'autre vieux de tout à l'heure. Elle s'approche et elle peut voir qu'à l'intérieur, il n'y a personne. Elle regarde également autour et non, il n'y a toujours personne. Elle se met donc à crier pour la dernière fois. « Y a quelqu'un ?» Bon, Nadia, elle tend l'oreille pour entendre une réponse qui n'arrivera jamais. Là, notre chère Nadia, elle est totalement désemparée. Elle sait pas quoi faire. Du coup, elle décide d'essayer d'ouvrir la voiture. Sauf que malheureusement, eh bien, il y a une alarme sur la voiture. En entendant ça, ça la fait paniquer. Et elle regarde un petit peu à gauche, à droite. Là, d'un coup, un homme sort de la forêt. En le voyant, Nadia, elle recule un petit peu et surtout, elle se met à mettre sa barre de fer en évidence. Elle regarde cet homme et elle lui crie dessus. « Mais d'où tu sors comme ça, toi? C'est toi qui me suis depuis tout à l'heure ?» L'homme, il répond pas.
Le seul truc qu'il fait, c'est avoir un sourire sadique sur le visage. Elle nous dit que vraiment, le sourire de ce gars est diabolique. Elle recule de plus en plus et l'homme il s'avance d'un pas assez lent. Elle décide de faire le tour de la voiture, comme ça au moins il y a quelque chose entre eux deux. Là, Nadia elle se décide enfin à lui crier. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? L'homme il dit toujours rien et il avance vers elle. À force, il se met même à accélérer le pas. Pendant ce temps-là, Nadia elle essaye toujours de le distancer en restant à proximité de la voiture. Puisque à ce moment-là, elle a le sentiment que s'il l'attrape, c'est mort pour elle. Sauf qu'à force de tourner encore autour du véhicule, eh bien il commence à rattraper Nadia. Et ça, elle peut rien y faire. Il tourne toujours autour du véhicule et le sourire diabolique ne disparaît pas du visage de cet homme. Il va juste s'arrêter un moment et sortir de sa poche un cigare. Il l'allume et il se met à dire à la femme « Ah, les choses sérieuses vont commencer. J'aime quand c'est effrayé. » Nadia, sur le moment, elle comprend pas trop les mots de ce gars. Elle est plus en train de réfléchir à une technique qui est risquée, puisque clairement, c'est qui tout double. De toute façon, elle sait que si elle fait rien, eh bien elle va sûrement mourir. Elle tourne toujours autour de la voiture et lui tourne également, mais cette fois-ci encore plus vite que tout à l'heure. Il se met vraiment à courir après elle et c'est là qu'elle va décider de mettre son plan en action. De son côté, en une fraction de seconde, elle va décider d'arrêter de s'enfuir et plutôt courir vers lui. Elle va lui mettre son plus gros coup de barre de fer dans la tête. Heureusement, l'homme il semble complètement sonné. Sauf que ça semble pas suffire étant donné qu'il va se mettre à prendre la main de Nadia et dire « Ça y est, je t'ai attrapé ». Là, il va se mettre à la tirer de toutes ses forces pour l'emmener dans la voiture. Et elle essaye de se débattre bien évidemment. Sauf qu'elle nous dit qu'avec toute la neige autour, eh bien c'est hyper chiant. Là, la seule solution qu'elle a trouvée, alors attention les gars, ça va faire un petit peu mal, eh bien c'est de lui mettre son plus gros coup de pied dans les parties intimes. Alors là, la technique elle fonctionne directement et l'homme il tombe au sol. Alors là, Nadia elle attend pas que le gars se relève. Elle le tape de toutes ses forces avec sa barre et en même temps, elle lui donne même des coups de pied. Sauf que petit problème, à un moment, l'homme il arrête de bouger. Elle sort un petit peu de sa rage folle et là elle peut voir qu'au niveau de la tête de l'homme, eh bien il y a du sang qui coule. En plus de ça, l'homme il a arrêté de bouger mais net. Nadia elle se met vraiment à paniquer et elle se dit « Oh mon dieu, j'ai tué quelqu'un. Putain, j'ai tué quelqu'un !» Elle veut en avoir le cœur net et elle décide de voir s'il respire. Et oui, il respire encore. Là, elle se calme un petit peu et elle essaye de le fouiller pour voir s'il n'a pas les clés du véhicule. Elle va chercher pendant 1 minute ou 2 et c'est la panique la plus totale pour elle. Elle est dans le noir, elle est juste éclairée par la lune. Puisque son téléphone, autant vous dire qu'elle sait pas du tout où il est avec toute cette bagarre. Elle arrive enfin à trouver les clés et elle déverrouille la voiture. Elle met le contact et elle commence à rouler. Elle est complètement dans l'incompréhension. L'adrénaline parcourt tout son corps. Elle arrive enfin à la ville la plus proche et va directement au commissariat et elle leur explique ce qui s'est passé. Nadia leur explique assez rapidement la situation et heureusement les policiers eh bien ils semblent réactifs. En gros ils lui disent dis-nous où c'est et nous on va directement se rendre sur place. Nadia leur donne quasiment l'emplacement, la première borne qu'elle a pu trouver après cette barrette tout ça. Les policiers ils lui ont dit que eux ils y allaient maintenant illico presto. Par contre quant à elle, elle devait rester ici étant donné qu'elle était sous le choc. Sauf que quelques temps après les policiers ils sont revenus et lui ont dit qu'ils ont trouvé personne là-bas. Mais qu'effectivement ils pensent que son histoire est vraie étant donné qu'ils ont pu voir l'énorme tache de sang. Ce qui en soi était cool étant donné que ça leur a fait une preuve. Ils ont pu faire des analyses de ce sang ainsi que des prélèvements dans le véhicule. En plus de tout ça, ils n'ont pas dû faire d'énormes recherches étant donné que dans le coffre de cette voiture, il y avait une pelle et une hache. Ce qui veut pas dire grand chose non plus, mais c'est pas hyper commun. Mais ce qui va donner le coup de grâce, ce sont les empreintes et les analyses de sang. C'est celle d'un gars qui est recherché pour meurtre et abus physique. Le problème de toute cette histoire, eh bien c'est que le gars n'a pas été trouvé pour l'instant. Après cet événement, Nadia elle s'est rendue au repas de famille, mais autant vous dire que c'était le pire de toute sa vie. Et de toute façon, elle aura stipulé que elle mettrait plus jamais les pieds ici. Donc les prochains événements comme ça, eh bien ça se passera chez elle. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. C'est une histoire de fou qui en plus aurait pu encore plus mal se passer pour Nadia ou quoi. Imaginez que le gars soit mort ou quoi. Eh bien peut-être qu'elle-même sera allée en prison. Puisque oui, c'est de la légitime défense, mais on sait jamais avec la loi. Hein. L'histoire que je vais vous raconter, s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Karine et son petit ami habitent en Ardèche, là où la rivière est vieille et la forêt est dense. Karine et son chéri, ils ont soif d'aventure. Et surtout, ils veulent se créer des souvenirs tous les deux. Ils ont donc décidé de partir marcher environ 3 heures de chez son copain jusqu'à un coin de la rivière qu'ils connaissent très bien. Ils veulent aller là-bas pour camper et y dormir dans une tente. Ils arrivent là-bas vers midi, donc ils mangent, ils se baignent et font même une petite sieste en amoureux. Que rêver de mieux, pas vrai? Bref, l'après-midi se passe nickel et le début de soirée, c'est pareil. Comme ils sont fatigués de leur marche de la matinée, ils décident de monter la tente vers 21 h. À un moment, Karine elle est posée dans la tente en train d'attendre que son copain rentre dans celle-ci pour la rejoindre.
Mais Karine, elle peut voir que son copain regarde fixement quelque chose et qu'il ne bouge pas du tout, comme s'il était terrifié. D'ailleurs, le petit couple, eh bien, ils peuvent carrément entendre des bruits de pas. Et là, ils vont apercevoir la silhouette d'un homme qui a une cinquantaine d'années. Bon, petit détail sur ce gars, c'est qu'il a pas d'affaire sur lui. En plus de ça, il est sorti de nulle part. C'est-à-dire qu'il a même pas pris le chemin de la rivière pour arriver là où ils sont. Le gars va carrément passer devant Karine et son chéri sans les voir. Il leur dit même pas un mot quand il passe et il va se poser à 10 mètres plus loin sur la rivière. Là, les deux amoureux, ils se demandent réellement ce que cet homme vient faire ici. C'est impossible qu'il vienne là par hasard car personne ne connaît cet endroit apparemment. En plus de ça, à ce moment-là, il est 21h. Donc normalement, il y a personne qui se balade comme ça à cette heure-là. Sachant qu'en plus, le couple en déduit que cet homme, il connaît pas forcément l'endroit normalement. Mais tout en se faisant cette même réflexion, les deux amoureux entendent au loin l'homme dire « Ah, ça va mal se passer ». Là, il va se lever et marcher directement vers eux. Les deux ados essayent de cacher leur peur et lui disent bonsoir. Cet homme leur répond et leur demande alors s'ils n'ont pas plusieurs cigarettes à lui donner. Le petit couple, il commence à paniquer car il faut savoir que à ce moment-là, en Ardèche, eh bien, il y a pas mal de feux de forêt qui sont lancés par des pyromanes. Le copain de Karine lui dit que non, ils n'en ont pas et que de toute façon, c'est pas l'endroit pour fumer sachant qu'ils sont en pleine forêt. Là, le visage de cet homme va complètement changer. Il a l'air totalement agacé et il s'éloigne de là où ils sont. À partir de ce moment-là, impossible de dormir pour le couple, ils sont complètement en panique. Le petit copain, il a carrément peur qu'il arrive quelque chose à sa copine si cet homme revient. C'est alors que le copain de Karine a décidé de prendre son couteau suisse et ils ont retracé le chemin pour voir si cet homme était encore là. Et 100 mètres plus loin, sur une autre plage en contrebas, eh bien cet homme était là. Il était assis là et il bougeait pas du tout. Mais il avait l'air d'attendre quelque chose. Ou quelqu'un. Bon, là, à ce moment-là, le petit couple, ils ont décidé de revenir à leur camp et d'attendre que la nuit tombe pour voir s'il était encore là-bas. Le résultat, après quelques heures, eh bien, ils ont pu voir que cet homme n'était plus là. Nos deux amoureux sont complètement terrifiés, mais ils ont quand même décidé de rester dormir sur place. Sauf que au moindre bruit, eh bien, ils avaient peur comme jamais. Ils se sont donc serrés comme pas possible pour se rassurer. Le lendemain, ils sont repartis. Résultat, Karine, eh bien, elle a très mal dormi, mais bon, au moins elle est vivante. Ce qui est, on va se le dire, plutôt pas mal. Bon, pour cette première histoire, on pourrait se dire qu'il s'est rien passé. Mais je vous avoue qu'on n'était pas sur les lieux, donc forcément, là, je vous le raconte. Pour moi, je me dis, bon, ça me fait pas ultra peur non plus. Mais je pense que quand t'es sur place et t'as tous les sentiments qui te viennent dans le corps et tu vois le gars qui est vraiment chelou, là oui, t'as sûrement bien peur. Donc voilà, allez, passons maintenant au deuxième thread d'horreur. L'histoire que je veux vous raconter, c'est celle de Lisa. Elle a 20 ans et actuellement, elle est étudiante pour devenir infirmière. Elle vit avec son chéri et un week-end sur deux, eh bien les deux amoureux ont la garde de sa belle-fille qui a 2 ans. Bon, pour que vous compreniez bien les choses, il faut savoir que la mère du copain de Lisa, eh bien elle a un gros souci avec sa voiture. Ce qui fait que Lisa a décidé de lui prêter la sienne. Et comme les réparations mettent un petit peu de temps à se faire, eh bien Lisa roule avec la voiture de son copain car il peut aller au travail à pied. En parallèle, Lisa, eh bien, elle a acheté une voiture d'occasion pour remplacer la sienne qui roule pas forcément. Alors oui, je sais, elle a prêté à sa belle-mère une voiture qui roule pas. Ne me demande pas pourquoi, je sais pas, mais t'inquiète pas, tu comprendras. Enfin, il lui manque 2-3 trucs pour que cette voiture elle roule et justement, c'est tout ça qui fait que cette histoire va avoir son importance. Comme je vous l'ai dit, il manque quelques pièces d'occasion pour que le père de Lisa répare cette voiture-là. Comme Lisa habite en ville et que son père habite à la campagne, à un moment, il lui a donné un numéro d'un gars sur le Bon Coin chez qui elle peut aller récupérer 2 roues et un rétroviseur après son travail. Avec le gars du Bon Coin, ils ont convenu d'un rendez-vous qui se ferait vendredi soir après son boulot. Le vendredi soir, tranquillement, elle a fini son petit travail, elle rentre chez elle pour récupérer son chargeur de téléphone. Puisque là, elle a plus du tout de batterie. Et puis, elle a quand même un petit peu la flemme d'aller voir un total inconnu sans batterie sur son téléphone portable. D'ailleurs, à ce moment-là, il est 18h et il fait déjà nuit. Puisque oui, cette histoire, elle se passe en octobre. Arrivée sur le lieu de rendez-vous, Lisa attend. Elle attend sans trop savoir où attendre. Et à un moment, il y a un vieil homme qui vient la voir et lui parler. Mais elle comprend absolument rien à ce qu'il lui dit. Donc elle hoche la tête comme ça, ouais. L'homme qu'elle vient de rencontrer, lui aussi, il attend vers elle. Il est 18h10 et l'homme qu'elle doit rencontrer n'a toujours pas appelé. Du coup, c'est elle qui va prendre l'initiative et elle va l'appeler. Il décroche et il lui dit qu'il arrive que là, il est encore chez un client et qu'il arrive tout de suite après. Dans la conversation, Lisa elle a cru comprendre qu'il travaillait dans le corps médical. Donc elle souffle un petit coup et ça la rassure un petit peu. Elle sait qu'elle est un peu trop stressée de base et ça l'angoisse un peu de rendre visite à un inconnu pour aller chercher quelques pièces. L'homme finit par arriver et tout de suite, mauvais feeling. Alors déjà, Lisa nous dit qu'au premier abord, elle voit directement que le gars est pas du corps médical. Bon, je sais pas comment elle sait ça, mais selon elle, eh bien cet homme est d'une taille normale et d'une corpulence très imposante.
Cet inconnu semble super à l'aise avec le fait de lui parler et il se met directement à la tutoyer. Il est pratiquement en train de la draguer. D'ailleurs, il va même se mettre à renvoyer le vieil homme qui attendait aussi. Le vieil homme voulait lui acheter des œufs alors qu'apparemment il en vend pas du tout. En entendant tout ça, Lisa elle se demande même si l'homme est vraiment chez lui. Ou si au contraire il lui a donné une adresse qui n'est pas la sienne. Pour vous dire, c'est tellement bizarre que Lisa elle comprend pas trop la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. L'homme il lui dit que les pneus qu'elle vient chercher sont derrière sa maison. Sauf que l'arrière de sa maison il est pas du tout éclairé. Lisa ne voit même pas où elle met les pieds tellement il fait noir. Mais l'homme lui dit d'avancer encore et encore. Donc elle s'enfonce petit à petit dans la pénombre. Lisa, au bout d'un moment, elle est hésitante et elle s'arrête. Elle est clairement pas à l'aise. Apparemment, l'homme il en aurait déduit qu'elle ne souhaitait pas porter les roues. Et Lisa, elle le contredit pas et elle ose même pas parler en vrai. Bon, ce gars il lui propose quand même de les porter pour elle. Bon, Lisa, elle nous dit que ça l'arrange quand même un petit peu. Elle se demande comment elle aurait pu porter 2 grosses roues jusqu'à sa voiture. Roue en main, l'homme et Lisa s'approchent de sa voiture. Et tout de suite, l'homme lui dit « Oh non, tu vas pas salir ta Nissan, elle est toute belle et neuve, et de plus tu vas salir le coffre. Viens, on va mettre les pneus dans ma voiture plutôt et je te suis jusqu'à chez toi. » Forcément, en entendant ça, Lisa elle a un super mauvais feeling. Elle a une boule au ventre, elle est peut-être un petit peu trop parano, mais elle trouve super bizarre qu'il lui propose ça comme ça. Lisa, de son côté, elle insiste pour qu'il mette les roues dans sa voiture à elle. Elle lui dit qu'elle va juste mettre des vieux t-shirts dans le coffre et puis le tout sera réglé. Le petit problème, c'est qu'en fait, les roues, elles rentrent pas dans le coffre. Et forcément, elle a pas envie de salir la voiture de son chéri en les mettant sur la banquette arrière ou quoi. Les roues, elles sont totalement boueuses. Le truc c'est que le temps il commence à passer. Et le truc c'est qu'elle doit retourner chez elle pour récupérer sa belle-fille chez la nounou pour 18h30. Ce qui fait que maintenant Lisa se retrouve dans une belle impasse. L'homme quant à lui est très manipulateur. Il insiste pour les mettre dans sa voiture et la suivre jusqu'à chez elle. Comme argument principal, il lui avance qu'il habite pas très loin, à 5 minutes de chez elle. De son côté, Lisa, elle sait pas trop quoi dire. En plus de tout ça, maintenant il y a un nouveau problème qui se pose. Avec tout le travail, l'homme il lui dit qu'il a pas eu le temps de démonter le rétroviseur. Sauf qu'au début de la rencontre, l'homme il lui avait dit que démonter le rétroviseur ça lui prendrait quoi, une dizaine de minutes. Sauf que le temps passe et Lisa commence à être pressée. Et étant donné que cet homme n'arrête pas de lui parler, au bout d'un moment, elle va être en retard pour se rendre chez la nounou. Elle lui explique alors la situation, qu'elle a qu'une voiture et qu'elle va devoir partir chez la nounou et qu'elle n'a pas le temps d'attendre le rétro. Et en plus de tout ça, malheureusement, sur elle, elle a que 50 € en billets. T'inquiète, je te dépose les roues ce soir. Je démonte le rétroviseur en rentrant et je te dépose direct ensuite, tu me payeras après. Lisa elle lui dit qu'elle sait pas à quelle heure elle va rentrer de chez la nounou, mais que ouais s'il faut elle peut se rendre dispo, que ça soit ce soir ou demain. Mais demain elle aura la petite et surtout elle aura pas de voiture. L'homme insiste donc pour passer le soir même et Lisa finit malgré tout par accepter. Avant de monter dans sa voiture, l'homme lui dit qu'il va devoir chercher quelque chose avant de partir et qu'il arrive très vite. Lisa rentre dans sa voiture et l'homme doit donc suivre Lisa jusqu'à chez elle. Forcément, dans l'esprit de Lisa, ça commence à bien cogiter. Et là, elle rencontre un souci. Son conjoint, il quitte à 18h30 et il met quoi, une quinzaine de minutes pour rentrer à la maison. Ce qui fait que Lisa commence vraiment à paniquer. Elle envoie donc un message de groupe aux propriétaires qui vivent au rez-de-chaussée pour savoir s'ils sont là. Lisa explique vite ce qu'il se passe et qu'elle a vraiment un mauvais feeling à propos d'un homme qui va passer à l'appartement. En plus de ça, son conjoint n'est pas là. Les proprios lui répondent assez vite et lui disent que non, il n'y a pas de souci, ils seront là et si jamais, ils seront même disponibles. Le temps qu'elle envoie ses messages et tout, l'homme lui il est retourné dans sa voiture et il a démarré sa voiture. Par contre, il y a un truc très bizarre, c'est que maintenant, il est passé devant Lisa. Ce qui fait que c'est très bizarre puisque oui, elle lui a décrit à peu près où elle habitait. Mais normalement, l'homme ne connaît pas son adresse exacte. Lisa va donc décider de suivre cet homme avec sa voiture. Et forcément, au bout d'un moment, il finit par prendre une mauvaise rue. Elle le suit et essaye de lui faire des appels de phare pour lui indiquer qu'elle va tourner. Elle met ses clignotants pour dire qu'elle va tourner à droite, mais malheureusement, lui, il n'a rien remarqué et a continué tout droit. Elle comprend donc qu'il y a un problème et elle décide d'envoyer son adresse à cet homme par SMS. Sauf qu'à partir de ce moment-là, elle a comme une énorme boule dans la gorge. Ça la démange et elle commence à paniquer de plus en plus. Elle se demande mais pourquoi j'ai accepté que cet homme me suive. En plus de ça, je le connais même pas. Sauf qu'avec l'erreur que je viens de faire maintenant, eh bien il connaît mon adresse et mon chéri n'est même pas là. Lisa se gare enfin dans la rue et elle ne voit pas la voiture de ce type. Mais elle est prise d'une terrible angoisse, elle a un mauvais feeling. L'homme finit enfin par arriver. Il est 18h35 et l'homme tient quelque chose dans sa main. Il a une bouteille d'alcool à la main. Au moment où Lisa s'approche de lui, elle n'est pas du tout rassurée. Mais heureusement pour elle, elle peut voir au loin son chéri qui est en train d'arriver. Elle l'interpelle directement avant même de parler à cet homme.
Elle lui dit 2-3 mots discretos et le conjoint lui dit alors de rentrer directement chez elle. L'homme demande donc s'ils ont besoin d'un coup de main, mais le chéri de Lisa le rembarre rapidement, lui disant que c'est bon, il va gérer seul. Il lui rajoute même que pour le rétroviseur, ils verront plus tard, c'est-à-dire demain. Le chéri de Lisa monte les roues au 2e étage et part directement chercher sa fille. Son compagnon, il lui dit de ne surtout pas sortir seul. Et si au grand jamais elle doit sortir, elle doit absolument le prévenir. Lorsqu'il quitte l'appartement, Lisa commence à réaliser certaines choses. Elle a bien fait comprendre à cet homme qu'ils avaient qu'une voiture et que là, son compagnon devait aller chercher sa fille, mais que elle, de toute façon, était disponible dans la soirée. Ce qui fait que normalement, l'homme a compris qu'elle serait seule chez elle pendant l'aller-retour chez la nounou. Et normalement, si le gars est pas bébête, il a compris que le lendemain, elle aurait pas la voiture. Et s'il a la voiture, ça veut dire qu'il n'est pas à la maison. Lisa réalise alors que cet homme aurait forcé pour l'aider à monter les roues chez elle. Vu comment il a forcé tout à l'heure pour mettre les roues dans sa voiture, il n'aurait jamais laissé une femme monter les escaliers avec des roues aussi lourdes. Il aurait forcément trouvé quelque chose pour monter chez elle et se retrouver seul chez elle et personne n'aurait été là. Elle réalise aussi que maintenant il a son adresse en plus de son numéro de téléphone et que là maintenant à tout moment il peut revenir alors qu'elle est seule. Surtout qu'en plus de ça il habite pas très loin, à quoi 5 minutes à peu près. Là y a rien de compliqué, Lisa elle va juste décider de se barricader chez elle. Elle prie juste pour que son conjoint revienne le plus vite possible et que l'homme de son côté ne vienne pas. Les minutes d'attente sont interminables. Mais son chéri revient enfin de chez la nounou. Et comme il est très terre à terre, ils vont alors en discuter. Lisa, elle s'attend que son conjoint lui dise qu'elle a psychoté pour rien, que l'homme il voulait juste l'aider et rien de plus. Mais non, clairement pas. Son chéri lui a dit qu'il a bien fait de taper le meilleur sprint de sa vie pour rentrer. Puisque quand il est arrivé, cet homme puait l'alcool et il fixait Lisa intensément. Et quand Lisa est rentrée chez elle, l'homme n'arrêtait pas de la fixer. Il en avait rien à faire de regarder son mari. Sauf qu'à tout ça, on a un petit problème. Le gars doit forcément repasser, ils ne l'ont pas encore payé. Ce soir-là, son copain lui a interdit de sortir les poubelles ou bien même d'aller chercher des pizzas au coin de la rue, de peur que cet individu revienne. Ce soir-là, elle a barricadé toutes les portes. Le lendemain, c'est pareil, elle a une grosse angoisse que cet homme revienne. Mais de toute la journée, rien, aucune nouvelle. Au final, le gars s'est pointé dimanche en fin d'après-midi chez eux. Mais comme elle n'était pas seule chez elle, c'est son chéri qui a géré l'échange rétroviseur et argent. Autant vous dire que l'inconnu, il a pas beaucoup discuté. L'échange s'est fait au plus rapide possible. Ce qui est bizarre puisqu'avec Lisa, il était vraiment très bavard. Alors oui, tu vas me dire, au final, il s'est pas passé grand chose. Mais ça pour plusieurs raisons. Déjà, le mari a tapé le meilleur sprint de sa vie et ça a pu aider. Puisque l'inconnu alcoolisé aurait tenté, je pense, des choses. Vu comment on sent l'histoire un petit peu, là, je te dis que malheureusement, il se passerait pas des choses très belles. Des trucs 18+ non consentis, si tu vois le genre. Et peut-être même encore plus. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Daphné. Au moment de cette histoire, elle a 15 ans. Et son histoire se déroule pendant la période des vacances de Noël. Alors Daphné, dans le post, elle précise que quand c'est Noël chez elle, c'est pas l'hiver. Eh ben non, étant donné qu'elle habite dans l'hémisphère sud de la planète. Et du coup, c'est inversé, tu connais. Bref, tout se passe un soir où Daphné et pas mal de ses amis décident d'organiser une grande soirée aux abords d'un champ de campagne. C'est plutôt une soirée où ils échangent un peu tous leurs cadeaux avant de le fêter avec leur famille. Tout se passe vraiment bien, ils s'échangent des petits cadeaux par-ci par-là. Et Daphné, de ce qu'elle peut en voir, tout le monde a l'air vraiment content de la soirée. Bref, le temps passe et le soleil commence à se coucher. Pas mal de gens ont décidé de partir et maintenant ils se retrouvent plus qu'avec un petit groupe de 6. Et qui est resté là? C'est les amis les plus proches de Daphné. Daphné décide de ne pas rester là comme ça à s'ennuyer. Et elle leur propose donc de faire un cache-cache dans les champs. En entendant ça, tout le monde a l'air enthousiaste. Ils ont alors tiré à la courte paille pour savoir qui allait compter. Et malheureusement, c'est John qui a perdu. John leur laisse donc 1 minute pour aller se cacher. Donc forcément, tout le monde commence à se disperser dans les champs. Entre-temps, la nuit est vraiment tombée. Et ça, Daphné ne l'avait pas trop capté. Puisque maintenant, dans les champs qui sont super hauts, elle ne voit pas très bien. Elle s'enfonce alors tout doucement dans les profondeurs de ces champs. À un moment, elle peut entendre John crier au loin qu'il arrive. Bon, Daphné à ce moment-là, elle a une stratégie de fou. Elle se dit que comme elle est petite, elle va s'accroupir dans les champs. Il y a un feuillage assez dense et du coup elle se dit qu'on pourra même pas la trouver. Elle s'avance alors pour trouver une petite planque et elle peut entendre des bruits de pas qui s'avancent dans les champs. Daphné se dit que c'est sûrement un ou une de ses amies qui n'est pas loin d'elle. Elle essaye donc de faire un psst, c'est qui? Mais aucune réponse ne se fait entendre. Elle décide donc de laisser tomber et d'avancer un petit peu plus pour trouver sa cachette. Au bout d'un moment, elle trouve la planque parfaite. Il y a pas mal de branches de maïs et elle décide qu'elle va rester accroupie là. Le temps passe et elle peut entendre les cris de John qui hurle. «
Les gars, c'est vraiment pas drôle, le champ il est immense et moi je suis tout seul. Je vais finir par me casser si je trouve personne. Mais juste après avoir dit cette phrase, Daphné peut entendre que John se met à crier de nouveau. Mais cette fois-ci, elle peut entendre que le cri est différent. C'est même plus un cri, c'est un hurlement de terreur. Elle essaye donc de s'approcher comme elle le peut sans être visible. Puisque dans un premier temps, elle pense que c'est un stratagème de John pour qu'ils sortent tous de leur planque. Elle s'avance donc doucement, et plus elle s'avance, plus elle peut entendre des cris. Et elle peut même entendre de la lutte. Elle entend John qui crie à l'aide. Elle va alors avancer et elle va voir quelque chose qui va lui glacer le sang. Elle est toujours cachée, mais elle peut voir un homme habillé tout en noir au-dessus du corps de John. À un moment, cet homme va se relever et elle va remarquer qu'il est juste immense. Bon, ça c'est déjà quelque chose, mais le plus effrayant, c'est qu'il y a du sang qui coule de ses mains. En voyant ça, Daphné est tétanisée et sa gorge se noue. D'ailleurs, elle peut voir que l'homme regarde un petit peu partout. Et comme il regarde un petit peu partout, à un moment, elle a pu voir son visage qui était éclairé par la lune. Elle nous dit que ce gars a un regard de tueur, un regard qui en dit long. À ce moment-là, Daphné comprend quelque chose. C'est que toutes les personnes qui sont dans le champ actuellement sont en danger. Et il faut absolument les prévenir. Elle essaye donc de reculer doucement pour ne pas que cet homme la remarque. Elle s'éloigne vraiment petit à petit de ce gars. Puis à un moment, il y a un craquement sous ses pieds. Elle s'en veut terriblement et elle regarde en direction de cet homme. Cet homme essaye de regarder dans sa direction. À ce moment-là, Daphné elle espère une seule chose, c'est qu'à cette distance, ce gars ne peut pas la voir. Par contre, elle est sûre d'une chose, c'est qu'il va s'avancer pour vérifier. La seule solution qu'elle a donc trouvée, c'est de reculer tout doucement et de dévier vers une autre direction. Une fois qu'elle s'est éloignée de sa position initiale, elle regarde alors en arrière. Et elle peut le voir, il est là où elle était il y a 30 secondes. Il scanne les environs pendant un temps et il repart sûrement satisfait qu'il n'y ait personne. Daphné se retourne alors et elle essaye d'aller le plus vite possible à un endroit où elle aurait du réseau. Mais d'un coup, elle tombe par terre à cause de quelque chose. Elle regarde alors ce qui l'a fait trébucher et c'est son amie Elena qui est restée accroupie par terre. Elena, elle est juste en pleurs et Daphné lui demande ce qu'elle a. Elle lui demande si elle est blessée ou quelque chose du genre. Mais cette dernière lui répond que non. Elle a juste vu la lutte entre John et cet homme qu'elle a vu au sol. John était au sol. Daphné, elle essaye de la rassurer comme elle le peut. Mais en même temps, elle espère que cet homme n'est pas à leur trousse. Étant donné que Elena, elle pleure quand même assez fort. Elle lui demande alors d'arrêter ça car ce gars est sûrement dans les parages. Après ça, elle demande à Elena si elle a pu voir ses autres amis. Mais Elena lui fait simplement non de la tête. Les deux filles décident de continuer pour chercher les autres personnes ou bien même du réseau. Quand d'un coup, elles peuvent entendre 3 personnes qui hurlent dans les champs. Les deux filles avancent alors vers ces cris. Les filles arrivent en trompe devant les 3 amis et ces derniers ne comprennent pas pourquoi elles sont essoufflées comme ça. Daphné essaye de leur dire d'arrêter de crier, elle leur explique toute la situation. Mais ses amis ne la croient pas et ils se moquent même d'elle. Quand d'un coup, Daphné peut entendre des bruits de pas arriver. Là, tout le monde a arrêté de parler. Plus aucun son ne sort. On pourrait limite entendre une mouche voler. Mais le silence est rompu par une personne qui s'avance. Cette personne siffle joyeusement, comme si elle était contente. Dans le groupe de Daphné, personne n'ose faire un pas. Puis d'un coup, les bruits sont de plus en plus proches et l'homme se met à crier. « Ah tiens, voilà le bétail !» Autant vous dire que dans le groupe de Daphné, tout le monde s'est mis à courir dans toutes les directions possibles. Il y a juste Daphné qui peut remarquer que Elena est en train de courir derrière elle. Mais elle n'ose pas se retourner plus pour voir où est cet inconnu. Le grand problème, c'est qu'à un moment, Elena trébuche. Daphné repart en arrière et elle peut voir que cet homme est en train de courir dans leur direction. Elle tire alors le bras de son ami qui se relève instantanément. L'homme crie de rage et continue de leur courir après. Il court avec une respiration très forte. Il se met même à crier des choses très étranges. Mais à un moment, heureusement pour les filles, elles arrivent à semer ce gars. Elles en profitent alors pour se cacher quelque part. En plus de ça, les filles sont complètement perdues, elles ne savent pas où elles se trouvent. Elles ont beau regarder leur téléphone, il n'y a toujours pas de réseau. Mais les filles n'ont pas le temps de souffler qu'elles peuvent entendre des bruits de pas arriver dans leur direction. Elles décident donc d'arrêter de parler et même de respirer. L'homme est tout proche d'elles, elles peuvent le sentir. Il respire très fort et il a l'air d'être essoufflé. Daphné, elle a l'horrible impression qu'il tourne autour d'elle et pendant qu'il fait ceci, il se met à siffler. À ce moment-là, elle ne respire tellement plus qu'elle a l'impression qu'elle va s'évanouir. Elle a peur de faire le moindre bruit, car elle le sait très bien, si cette personne les trouve, elles sont mortes.
L'homme commence alors à taper du pied sur le sol et il marmonne un truc du style « C'est dommage, il n'y aura pas beaucoup de viande pour Noël ». En entendant ça, Daphné, elle se décompose littéralement car maintenant, elle sait ce qu'il veut. Il veut littéralement les tuer et les manger ensuite. Le temps passe et elle a l'impression que ça fait des heures qu'elles sont accroupies là à attendre que cet homme se barre. Et à un moment donné, elle peut entendre des bruits qui viennent d'un petit peu plus loin. Daphné comprend très vite que c'est sûrement ses amis qui font du bruit là-bas. Et apparemment, malheureusement, c'est pas le seul à les avoir entendus, puisque cet homme se met aussi à courir dans cette direction. Le problème à ce moment pour Daphné, c'est qu'elle peut pas les prévenir, sinon elle risque sa vie. Elle dit alors à Elena qu'il faut absolument qu'elle trouve une planque et surtout du réseau pour essayer de les prévenir. Après quelques secondes, Daphné tente le tout pour le tout. Elle se met alors à crier à ses amis que cet homme court dans leur direction. Bon, forcément, juste après avoir dit ça, Daphné elle s'en veut énormément. Elle sait que c'est sûrement la pire des choses qu'elle aurait pu faire. Et effectivement, c'est clairement la pire des choses qu'elle ait pu faire, étant donné que cet homme revient vers elle à toute allure. Il se rapproche de plus en plus d'elle, et au fur et à mesure, elle peut remarquer un détail qu'elle n'avait pas vu auparavant. Il porte dans sa main une énorme hache. Elle continue de courir, mais malheureusement, cet homme a réussi à la rattraper. Il la fait tomber au sol. Elle se débat comme elle le peut avec cet homme. Il se met à prendre de l'élan avec sa hache dans la main, mais au même moment, un des amis de Daphné est arrivé et a tiré la hache en arrière. Il n'a pas cherché à comprendre, il a pris le bois de la hache et il s'est mis à taper plusieurs fois cet homme au niveau de la tête. L'homme s'est effondré par terre. Le groupe d'amis s'est réuni et ils ont couru. Ils ne veulent absolument pas retomber sur lui. Après 1 heure à déambuler dans les champs, ils sont enfin sortis de ces derniers. Et pas très loin de là, ils ont pu apercevoir les policiers qu'Elena a réussi à appeler. Daphné a serré Elena dans ses bras de toutes ses forces et elles ont toutes les deux pleuré. Après une brève accolade, Daphné est partie chercher un policier pour lui expliquer ce qu'ils viennent de vivre. Et d'ailleurs, elle lui explique surtout qu'à la base ils étaient 6 et que l'ami John n'est pas là avec eux. Il est dans les champs, blessé, et dans les champs, il y a aussi cet homme qu'ils ont mis au sol. Malheureusement, les policiers leur ont dit qu'une recherche de nuit s'était totalement mort. Ils ont alors commencé leur recherche quand le soleil s'est levé. Ils ont beau avoir tout ratissé, ils n'ont rien retrouvé. Ils n'ont jamais retrouvé John, ni même ce gars. Tout ce qu'ils savent à l'heure actuelle, c'est que John est porté disparu. Et malheureusement, il y a de grandes chances pour qu'il lui soit arrivé quelque chose de terrible. J'ai vraiment pas envie de vous dire que oui, il lui est arrivé quelque chose. Mais au vu du récit de Daphné, j'ai quand même l'impression que c'est chaud. Bon, je vous avoue que dans la plupart des cas, les threads d'horreur, ça se finit bien. On va dire que c'est quand même mieux, mais oui, effectivement, parfois il se passe des horreurs comme ça. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien, c'est celle de Lola. Elle se décrit comme une jeune femme qui est très épanouie dans sa vie professionnelle. Elle s'en sort très bien toute seule et elle aime pas dépendre d'un homme. Bref, lors de cette histoire, eh bien Lola, elle prépare son déménagement. Elle n'a plus que quelques cartons à faire et le lendemain, les déménageurs viendront prendre toutes ses affaires. Elle a hâte de partir de là où elle est car actuellement, elle est dans un appartement qui se situe pas forcément dans un quartier dangereux, mais quasiment à côté. Donc malheureusement, des fois, ça a tendance à déborder vers chez elle. Et là, normalement, elle doit emménager dans une petite maison dans un quartier pavillonnaire. Bref, elle finit ce qu'elle a à faire et elle part dormir. Le lendemain, les déménageurs arrivent à 9 h. Elle leur explique qu'elle leur fait confiance et qu'elle va leur donner les clés de sa nouvelle maison. Puisque elle doit aller partir travailler. Et elle aime pas du tout manquer un jour de travail. Elle adore faire ce métier. Elle passe donc les clés à ce qui semble être le chef des déménageurs et elle part travailler. Les heures passent et quelques heures plus tard, elle reçoit un message comme quoi ils ont bien tout installé et qu'ils ont mis les clés de sa maison sous le paillasson. Lola, elle a fini son travail et elle décide d'aller commander une pizza car elle a pas vraiment envie de cuisiner pour ce soir. Elle récupère sa pizza et elle se dirige vers sa nouvelle maison en voiture. Une fois arrivée devant chez elle, eh bien elle contemple sa belle maison. Elle est vraiment très heureuse. Elle s'avance donc, elle soulève le paillasson et là oui, il y a bien son jeu de clés. Jusque là, rien d'inquiétant. Elle ouvre sa maison et les meubles sont bien là. Il y a aussi tout un tas de cartons. En les voyant, Lola, elle est totalement démotivée à les défaire. Elle sait qu'avec son boulot et tout, ça va lui prendre pas mal de temps. En plus de tout ça, eh bien Lola, c'est quelqu'un d'un petit peu bordélique. Bref, elle pose sa pizza dans la cuisine et elle décide de faire un petit tour de la maison pour voir si les meubles sont bien à leur place. Et après une petite vérification, eh bien oui, il y a tous les meubles plus ou moins à la bonne place. Et pour ce qui est des cartons, à première vue, il manque rien. Là, Lola, elle se dit que ça va être hyper compliqué et qu'au rythme où elle va, ça va lui prendre quoi? Une semaine pour faire une pièce. Bref, elle décide de commencer par la cuisine. Elle met un peu de musique et commence à ranger tout en croquant des bouts dans sa pizza. Elle écoute donc sa petite musique et tout se passe bien. Jusqu'à un moment où elle a l'impression que quelqu'un l'observe. Sur le moment, elle s'en préoccupe pas trop. Elle se dit surtout que ça doit être elle qui s'imagine des trucs.
et que de toute façon il y a personne dans la maison, elle a déjà fait le tour. Bref, à un moment, elle en peut plus de ranger et elle décide d'aller se reposer sur le canapé. En plus de ça, le sentiment d'être observée a complètement disparu. La fatigue étant, elle s'est endormie sur le canapé. Bref, elle se réveille le lendemain matin, mais il y a un truc un petit peu bizarre. Elle a changé de position et surtout, elle a un petit plaid. Sur le moment, elle se dit: tiens, dans la nuit, j'étais tellement fatiguée que je me suis même pas rendu compte que je suis allé fouiller dans un carton juste à côté du canapé pour attraper un plaid. Bref, elle laisse couler et elle décide de se préparer et monter vers la salle de bain. Elle cherche donc les serviettes dans les cartons et ce dont elle a besoin. Elle rentre dans sa douche qui est opaque, elle allume l'eau et elle essaye de se détendre. Lola profite de l'eau chaude et se laisse un petit peu aller sous l'eau. Quand d'un coup, elle entend quelque chose grincer dans le couloir de la salle de bain. Enfin, avec l'eau qui coule, elle n'est pas forcément sûre de ce qu'elle a entendu. Donc elle décide d'aller regarder. Elle s'enroule d'une serviette et ouvre la porte et crie la phrase bateau. Y a quelqu'un? Lola, elle nous dit que même s'il y avait quelqu'un, elle pense que cette personne lui aurait jamais répondu. Mais bon, elle a quand même un mauvais feeling. Le problème, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas un bruit dans la maison. Elle se dit donc que c'est peut-être le parquet qui travaille. Du coup, elle décide de retourner sous sa douche. Mais cette fois, elle ferme quand même la porte à clé de sa salle de bain. Elle retourne donc sous la douche, mais elle garde quand même une oreille attentive voir s'il ne passe pas quelque chose. Bon, il y a 2-3 minutes qui sont passées, elle a rien entendu, du coup elle est un petit peu plus soulagée. Jusqu'au moment où elle va entendre quelque chose qui va la terrifier. Il y a clairement quelqu'un qui essaye de rentrer dans la salle de bain. Et ça, elle peut le voir facilement, étant donné qu'il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir la poignée de la salle de bain. À ce moment-là, Lola est totalement paniquée. Elle essaye de se calmer car son cœur bat très vite. Ses jambes commencent à flancher. Elle décide de laisser couler l'eau mais de sortir de la douche. Elle veut vraiment le voir de près histoire de se dire que non, elle n'est pas en train de rêver. Elle sort donc la tête en premier et elle voit que oui, la poignée bouge bien. Il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans la salle de bain. Dans la panique, Lola crie à la personne qui essaye de rentrer dans la pièce qu'elle a appelé la police et qu'il vaudrait mieux qu'il parte. Au moment où elle a crié ça, la personne a arrêté de tourner la poignée et elle est partie directement. Étant donné que là où elle est, malheureusement, il n'y a pas de fenêtre. Du coup, elle n'a pas pu voir si cette personne s'était vraiment enfuie. C'est pour ça qu'elle décide de ne pas prendre de risques et elle va appeler la police. Au bout d'une vingtaine de minutes, les policiers sont arrivés. Ils ont fouillé toute la maison, mais personne n'était là. Il n'y a personne dans le jardin et il n'y a pas eu de traces d'effraction. Un peu plus rassurée, Lola remercie les policiers et part travailler avec un petit peu de retard. Le soir, elle repense quand même à cette histoire. Du coup, elle décide de fermer toutes les fenêtres et portes. D'ailleurs, ce soir-là, c'est simple ce qu'elle va faire. Elle va vérifier chaque pièce avec une batte de baseball à la main. Bref, elle trouve personne et elle finit de ranger sa cuisine. Bon, au final, elle se dit que le rangement sera peut-être un petit peu plus facile qu'elle se l'était imaginé. Elle décide que le lendemain, elle pourra commencer le salon. Puisque bon, petite blague à part, elle nous explique qu'avec les lumières et les cartons et tout, ça fait des ombres un petit peu chelous. Bref, elle se mange un petit truc et elle décide d'aller dormir. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est la première fois qu'elle va dormir dans sa chambre. À vrai dire, il y a pas mal de cartons et elle a mis sa couette dans l'un des cartons, mais elle sait plus où. Elle décide donc de tout fouiller et c'est là qu'elle remarque quelque chose d'un petit peu bizarre. Tous ces cartons sont déjà ouverts, mais il manque rien sauf des chaussettes et des sous-vêtements. Ce qui est quand même vachement bizarre, c'est que quand les policiers sont venus ce matin, elle était pratiquement sûre que tous les cartons étaient fermés. Le truc, c'est qu'elle était tellement paniquée ce matin qu'elle n'est pas sûre à 100% non plus. Bref, elle laisse couler, mais pour se rassurer, elle décide d'aller vérifier les portes d'entrée et les fenêtres. Rien n'a signalé. Mais bon, elle prend quand même la décision que bientôt, elle va mettre des rideaux un petit peu partout, puisque actuellement, tout le monde peut voir ce qui se passe dans sa maison. Elle va donc dormir, et là, il y a encore quelque chose qui va la perturber. Il y a un côté du lit qui semble chaud. Vous savez, comme si quelqu'un avait dormi ici, alors que pourtant, elle est seule dans la maison. Lola panique un petit peu, mais elle se rassure en se disant que de toute façon, elle n'a rien à craindre vraiment. Elle a fait tout le tour de la maison et il n'y a personne. Elle s'installe alors et commence à s'endormir tellement elle est fatiguée. Quand à un moment, quelque chose la sort de son sommeil. Elle ne sait pas comment, mais elle a l'impression que quelqu'un la regarde dormir. Elle en est pratiquement sûre. C'est comme si elle peut encore sentir ses yeux sur elle. Elle regarde partout dans la chambre, mais non, il n'y a rien. Elle regarde par la fenêtre qui est au premier étage, mais non, rien. Elle décide donc de prendre son courage à deux mains, prendre sa batte de baseball avec elle et faire tout le tour de la maison. Elle commence par sortir de sa chambre, s'avance dans le couloir, pousse lentement la porte à droite, une chambre d'amis, elle inspecte et il n'y a rien. Elle décide de retourner dans le couloir et d'ouvrir la porte juste en face de la chambre d'amis. C'est la salle de bain. Et là, il y a quelque chose qui la fait paniquer. L'eau de la douche coule à flot. Là, Lola, elle prend sur elle et elle crie. « Sors d'ici, sale con, je suis sûr qu'il y a quelqu'un, donc tu sors !» Ah, ça t'amuse de faire ça à des gens, c'est ta passion? Pendant ce temps, Lola, elle avance petit à petit et ferme le robinet. Du moins, elle essaye étant donné que c'est bouillant. Et surtout que le robinet, en fait, il tourne dans le vide. Là, elle comprend très vite que malheureusement, sa douche, elle est complètement pétée. Dans l'urgence de la situation, elle a dû appeler un plombier en pleine nuit, étant donné que l'eau n'arrêtait pas de couler. Et autant vous dire que, elle a payé une fortune.
Au moment de donner l'argent, eh bien elle s'est sentie un petit peu conne d'avoir cru qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Mais bon, elle nous dit qu'elle préfère 100 fois ça qu'il y a un mec dans sa maison en pleine nuit. Une fois le plombier parti, elle fait de nouveau sa petite méthode, c'est-à-dire fouiller la maison avec une batte de baseball à la main. Mais non, comme à chaque fois, il n'y a rien du tout. Et pour vous dire, cette nuit-là, eh bien elle a pas du tout bien dormi. C'est pour ça que le lendemain, elle a décidé de faire appel à des gars de la sécurité pour qu'ils lui posent des caméras de sécurité. Pendant les 2-3 jours qui vont suivre, c'est pareil, elle a l'impression que quelqu'un l'observe. Elle nous dit qu'il y a carrément des objets qui se mettent à disparaître ou bien elle les retrouve à un autre endroit ou quoi. Sauf que à ce moment-là de l'histoire, c'est qu'elle sait qu'elle est ultra bordélique. Mais genre vraiment, des fois elle déplace des trucs et elle s'en rend pas compte. Puisque ça c'est quelque chose qu'elle fait depuis qu'elle est toute petite. Bref, les jours passent et normalement toutes les caméras ont pu être installées. Elle sera alertée si jamais il y a quelque chose. De nouveau, les jours passent et elle se sent de mieux en mieux dans sa nouvelle maison. Le seul petit bémol, c'est que ce matin, eh bien il y a une caméra de sécurité qui est tombée en panne. Bon, ça la dérange pas énormément étant donné qu'il y a quand même d'autres caméras dans la maison. Le soir arrive, elle a tout installé. D'ailleurs, elle se regarde un bon petit film sur sa télé. Après ça, elle part dormir. Mais là, c'est comme la dernière fois. Le lit, il est chaud. Elle trouve ça hyper bizarre et elle se dit qu'il doit y avoir un courant d'air chaud qui arrive vers là où elle est. En fait, elle a tellement peur d'une autre théorie que oui, elle se rassure avec celle-ci. Il y a une autre chose pour la rassurer en plus, les caméras de sécurité sont actives, pas vrai ? Elle s'endort alors et à un moment dans la nuit, elle se réveille en sursaut. Elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui a caressé la joue. Elle regarde directement sur son téléphone pour surveiller les caméras de sécurité. Mais à première vue, non, il n'y a rien du tout. Petit bémol, eh bien ce qu'elle nous a pas dit avant, la petite Lola, c'est que la caméra qui fonctionne pas, eh bien c'est celle de l'entrée. Du coup, elle décide de descendre les escaliers pour voir si oui, la porte est bien ouverte. Une fois arrivée devant, eh bien non, elle doit se rendre à l'évidence, cette porte est bien fermée. Elle remonte alors et s'installe de nouveau dans son lit. Elle pense un petit peu à tout et rien et le sommeil la rattrape. Même pas 30 minutes après, quelque chose la réveille, mais elle décide de ne pas ouvrir les yeux. Elle a peur, elle a très peur car elle peut sentir la présence de quelqu'un. Elle le sait, il y a quelqu'un dans la chambre avec elle. Lola peut clairement entendre une personne sortir d'en dessous du lit. La personne est en train de ramper. C'est l'horreur, elle sait pas quoi faire. Son téléphone, il est posé sur la commode à côté de la fenêtre. En plus de ça, elle a pas sa batte de baseball qui elle aussi est à côté de la fenêtre. Elle peut carrément sentir que cet homme est en train de la regarder. Son regard est tellement pesant qu'elle a l'impression qu'il la traverse. La poitrine de Lola s'enflamme mais elle essaye de pas le montrer. Elle ferme les yeux et essaye de faire semblant de dormir. Puisque oui, elle ne sait pas ce qui se passera si elle ouvre les yeux et qu'elle tombe nez à nez avec cette personne. Mais elle peut sentir que cette personne bouge et s'approche d'elle. Elle est en totale panique. Elle a juste une envie, c'est de crier que cette personne dégage de chez elle. L'inconnu commence à se pencher. Et là, elle peut sentir un parfum d'homme. Du bout des doigts, il commence à la caresser au niveau de la joue. L'homme semble se pencher, ouvre la bouche, prend une grande respiration et dit en chuchotant « Je sais que tu es réveillé ». Là, il en faut pas plus pour Lola, elle saute directement du lit. Elle en profite pour se mettre à l'opposé de cet homme. Lola regarde cet homme et elle le reconnaît. Cette personne, c'est quelqu'un qui l'a aidé à déménager. D'ailleurs, c'est même ce qui semblait être le patron des déménageurs. Il lui sourit et ce sourire n'est pas du tout le sourire gentil et aimable que quelqu'un peut vous donner. Non, celui-ci est diabolique, dangereux et même vicieux. Il y a quelque chose de malsain qui se dégage de cet homme. Lola prend donc la parole et lui crie « Mais qu'est-ce que tu fous chez moi dans ma chambre, espèce de malade !» Tout en criant, elle essaye de reculer pour atteindre son téléphone et sa batte de baseball. Elle y arrive, elle planque son téléphone derrière elle et elle essaye d'appeler la police. L'homme va simplement lui répondre « Depuis que je t'ai vu, tu me plais. Et j'aimerais te proposer quelque chose. Que tu deviennes ma femme. Je t'ai observé et vraiment, je pense que nous ferons un beau couple. » Pendant que le gars se fait un délire tout seul en lui disant ses futurs plans, eh bien Lola elle a réussi à appeler la police. Elle peut vite fait entendre qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Du coup, elle décide de faire une petite strate. Mais qu'est-ce que tu fous chez moi au 11 rue Wilson? Là, elle déblatère un maximum d'informations. Mais t'es même pas à mon goût, t'es pas assez grand, tu dois faire quoi? 1m80 et t'es tout blanc. Et puis c'est quoi ces fringues là, jogging et basket blanche? Et parlons même pas de ta barbe de 5 mois et tes longs cheveux attachés. De toute façon, moi j'aime que les hommes avec des petits cheveux. Allez, dégage de là. L'homme, il la laisse finir avec un sourire vicieux et il lui dit « C'est bon, t'as fini ?» Là, il va essayer de se jeter sur elle et heureusement, Lola a eu le réflexe de courir immédiatement. Malheureusement, dans sa course, elle a fait tomber son téléphone. Le mec va rattraper Lola dans le couloir et il va la battre de toutes ses forces. Cet homme va carrément lui tirer les cheveux et heureusement, Lola va faire de même. Vraiment, elle nous dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait à ce moment-là. Elle nous dit même qu'elle est rentrée dans une rage folle et qu'elle s'est surpassée. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour se défendre. Malheureusement pour elle, l'homme a quand même réussi à la maîtriser. Mais non sans mal, étant donné qu'elle lui a griffé la moitié du visage et les 2 bras. Et ça, elle l'a pas fait pour rien, elle l'a fait par instinct de survie. Elle s'était dit que si jamais il retrouverait son corps, eh bien au moins il y aurait l'ADN de ce gars sur ses ongles.
À partir de ce moment-là, le gars va la tirer par les bras en la traînant sur le sol. Elle essaye de le ralentir en bloquant ses pieds un petit peu partout. Mais le gars, il s'en fout totalement et il tire de plus en plus. Et elle, de son côté, elle nous dit qu'au final, ça le ralentit pas tellement et que ça lui fait plus mal qu'autre chose. À un moment, il la traîne dans les escaliers. Et là, c'est l'horreur. Elle sent que les escaliers s'enfoncent dans son dos. À chaque marche, elle prend un coup dans le dos. Quasiment arrivée au bas des escaliers, elle peut entendre les sirènes de police. Ce qui veut bien évidemment dire que cet homme les entend aussi. Et là, l'homme va totalement changer de plan. Il va pas prendre de pincettes, il va juste décider de sortir une arme de sa chaussure. De là où elle est, Lola, elle peut voir que les policiers sont devant la maison. Sauf que l'homme, lui, il a commencé à pointer Lola avec son arme. Les policiers dehors essayent de crier pour pouvoir rentrer et savoir si c'est pas une farce tout ça. Là, dans un élan de dernier espoir et de folie, Lola, elle crie et elle dit au secours. Heureusement, il en faut pas plus aux policiers qui se mettent à défoncer la porte d'entrée, qui d'ailleurs n'a pas été très solide car elle a pas tenu très longtemps. Au bout de quelques secondes, il y a quoi 5-6 policiers qui commencent à rentrer dans la maison. Le grand problème, c'est que ce gars, il a toujours en joue Lola. Et les policiers, malheureusement, ils peuvent rien faire. À ce moment-là, il y a un des policiers qui lui dit de baisser son arme, que ça y est, c'est fini pour lui. Le problème, c'est qu'apparemment, ça rentre d'une oreille et ça ressort de l'autre pour cet homme. Il leur dit que s'il doit mourir, il va mourir avec Lola. À ce moment-là, notre petite Lola, elle se dit qu'elle doit faire quelque chose autrement, elle va y passer. Elle décide donc de rassembler toutes ses forces et tout son courage et de foncer vers cet inconnu. Malheureusement, cet homme a bougé et a tiré. Après ça, il y a beaucoup d'autres tirs qui se sont fait entendre. Sauf que la vision de Lola est devenue floue et elle sait que des policiers sont arrivés vers elle. Elle comprend très vite qu'elle a été touchée, mais elle ne sait pas où. Elle n'en sait rien. Ce qu'elle peut voir, c'est qu'il y a du sang. Elle s'installe par terre et ferme les yeux. Un policier lui demande alors de ne surtout pas s'endormir et de rester éveillé avec eux. Ce policier essaye de lui faire la conversation, mais elle voit de plus en plus flou. Puis le noir complet arrive. Elle se réveille un petit peu plus tard à l'hôpital. Quelques jours plus tard, ils lui ont appris qu'elle avait été touchée au ventre et que ce qu'elle avait fait était très dangereux. Mais aussi, bien évidemment, très courageux. L'homme, quant à lui, il s'est fait abattre par la police. Autant vous dire qu'après ça, Lola elle a eu beaucoup de mal pour retourner dans sa maison. Puisqu'après un petit temps, elle a appris que cet homme avait le double de ses clés dans sa poche et que c'était comme ça qu'il rendait visite à Lola. En plus de ça, les policiers lui ont dit que dans la voiture de cet homme, ils avaient retrouvé une sorte de journal intime. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un journal intime, mais en tout cas, il y racontait des détails assez fous sur ses journées. Surtout comment il faisait pour rentrer chez elle et surtout ce qu'il aimerait bien lui faire. Enfin, elle ne connaît pas tout étant donné que la police n'a pas voulu lui donner certains détails. On peut donc facilement imaginer qu'il avait prévu d'horribles choses pour elle. Alors là les petits potes, je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, mais elle est complètement folle. Je vous l'ai déjà dit, mais oui, les États-Unis c'est sûrement dans mon top 3 de pays que j'aimerais bien visiter. Mais vu la non-chance que j'ai, c'est sûr que si je vais aux États-Unis, il va m'arriver une dinguerie. Et j'ai pas envie, je suis bien en France. En tout cas les petits potes, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. Bon, si jamais tu veux encore plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.